Alors salut tout le monde, c'est encore Dr Soirée Mamadou et aujourd'hui nous allons toujours continuer avec le système nerveux. Alors pour le système nerveux, on a déjà parlé de la pathologie et de la physiologie normale. Maintenant on va parler toujours de la pathologie. Et cette fois-ci, l'organe que nous allons entamer, c'est le cerveau. Et nous savons tous que dans le corps humain, l'organe le plus complexe, ou l'un des organes le plus complexe, c'est surtout le cerveau. Alors ça ne va pas être très facile, mais je pense que nous allons couvrir. Alors, le cerveau, je veux commencer à vous présenter le cerveau. Ici, nous avons le cerveau du corps humain. En tout cas, une représentation un peu plus similaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau du cerveau? C'est qu'au niveau du cerveau, vous voyez, tout ça, c'est des petites artères, ce qu'on appelle les vascularisations du cerveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les maladies cérébrovasculaires, et le principe général, c'est que c'est quoi ici? D'abord, il y aura des déficits neurologiques en cas de lésion à n'importe quelle partie du cerveau. Alors, comment ça va se passer? L'origine, encore la cause, ça peut être soit ischémique. Dans 85% des cas, ischémique, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui est apporté, n'est-ce pas, au niveau des cellules du cerveau. Alors, l'origine, ça peut être hémorragique aussi. Ça peut être qu'il y a peut-être une rupture d'une artère au niveau du cerveau qui va saigner à l'intérieur du cerveau. Mais nous allons détailler tout ça. Alors ici, si on parlait par exemple de l'ischémie cérébrale, ou encore, et de façon générale, nous avons un obstacle à la perfusion normale du cerveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui est apporté, n'est-ce pas, aux différentes parties du cerveau. Et l'origine, ça peut être dû à une artériosclérose. Et l'artériosclérose, ça veut dire qu'il y a un obstacle, n'est-ce pas, il y a une rupture d'un caillot, une rupture d'une plaque, n'est-ce pas, au niveau de l'artère, qui va freiner le ravitaillement normal du sang, donc de l'oxygène au tissu du cerveau. Alors, et l'origine, ça peut être aussi hémorragique, comme je disais tantôt. Ça veut dire qu'il y a une rupture, n'est-ce pas, à l'intérieur. Alors, lorsqu'on essaie de se focuser sur l'ischémie cérébrale de façon générale, on a dit d'abord, il y a un blocage à la perfusion normale du cerveau, c'est-à-dire au niveau du sang et de l'oxygène, mais aussi il peut y avoir une réduction aiguë, n'est-ce pas, de la circulation sanguine. Par exemple, un malade qui est en train de saigner abondamment, qui perd beaucoup de sang, qui peut aller dans ce qu'on appelle l'hypovolémie. L'hypovolémie, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sang dans le corps humain pour pouvoir ravitailler tous les organes. Et ça peut temporairement affecter une partie du cerveau. Alors, nous avons aussi une autre cause qui peut être l'anémie. L'anémie, ça veut dire qu'il y a l'anémie de façon chronique, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de globules rouges dans le corps. Alors, lorsqu'il n'y a pas assez de globules rouges dans le corps ou encore dans le sang, ça veut dire que on sait que c'est le globule rouge qui apporte de l'oxygène au niveau des tissus. Donc, il n'y aura pas suffisamment d'apport d'oxygène au tissu. Cela peut encore causer l'ischémie. L'autre cause, ça peut être ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Alors, on sait d'abord qu'au niveau du cerveau, le cerveau se nourrit premièrement, la source d'énergie du cerveau, c'est surtout le glucose. Alors, lorsqu'il n'y a pas assez de glucose au niveau du cerveau, cela va entraîner encore une absence d'énergie au niveau du glucose, et cela secondairement peut entraîner encore une ischémie. Ça, c'est les causes générales. Et les manifestations cliniques de cette ischémie au niveau du cerveau va varier selon, n'est-ce pas, le temps et selon aussi, n'est-ce pas, la sévérité. Alors, ici, si j'essaie de voir dans mes notes l'accident vasculaire cérébral d'origine ischémique. Alors, on voit, lorsque l'ischémie est localisée, cela peut entraîner des déficits neurologiques, soit temporaires, c'est-à-dire plus de 24 heures, ou bien moins de 24 heures. Alors, lorsque c'est plus de 24 heures, en ce moment, on appelle ça ischémie, on appelle ça une attaque ischémique, ou encore une ischémie cérébrale. Alors, lorsque c'est temporaire,
c'est-à-dire moins de 24 heures, on appelle ça une ischémie et un accident vasculaire cérébral transitoire. Alors, moins de 24 heures, c'est transitoire, plus de 24 heures, c'est définitif ou encore un AVC ischémique. Alors, et on a dit encore que l'origine, ça peut être thrombotique. Si on essaie de voir, vous voyez ici, on va voir, ça c'est les artères qui vont ravitailler le cerveau. Et au niveau du cerveau, je ne sais pas si on peut voir ici, voilà, vous allez voir, ça c'est les artères qui vont ravitailler le cerveau. Et nous avons les deux branches, nous avons la carotide interne et nous avons aussi le tronc basilaire. Lorsque l'origine de l'AVC ischémique est thrombotique par exemple, il peut y avoir une thrombose qui va bloquer, qui va entraîner une occlusion au niveau de la carotide interne ou bien au niveau du tronc basilaire et empêcher, n'est-ce pas, le ravitaillement complet du cerveau avec de l'oxygène et du sang. Et cela va entraîner ce qu'on appelle une ischémie. Alors, l'autre problème, ça peut revenir au niveau du cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, au niveau, vous avez le cœur qui est là. Ici, vous avez le cœur qui est là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez un cœur droit et vous avez un cœur gauche. Lorsqu'il y a une ischémie au niveau du cœur gauche, lorsqu'il y a un infarctus du myocarde, ou bien il y a ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire. Ça veut dire que la fibrillation, c'est des mouvements irréguliers, c'est des contractions irrégulières du corps et du cœur dont l'origine est les oreillettes. Ou encore lorsqu'il y a un infarctus, ça veut dire qu'il y a une nécrose d'une partie du tissu myocardique. Lorsqu'il y a ça, lorsqu'il y a un infarctus du myocarde, il peut y avoir un caillot sanguin qu'on appelle un embolie qui va quitter le cœur, qui va monter à travers les gros vaisseaux, qui va aller jusqu'au niveau du cerveau et qui va se bloquer. Et il peut se bloquer par exemple au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Et cela va entraîner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une attaque qui va concerner les branches, les parties du tissu cérébral qui sont ravitaillées par l'artère cérébrale moyenne et causer ce qu'on appelle un infarctus. Et l'infarctus au niveau du cerveau peut causer une hémiplégie ou encore une hémorragie au niveau de la périphérie, n'est-ce pas, du cortex cérébral, parce que l'artère cérébrale moyenne ravitaille la périphérie du cerveau. Alors, un autre truc, si on essaie de voir dans ce logique-là, on peut donner des exemples. Et quels sont les exemples qu'on peut donner? Il peut y avoir une infarctus superficielle de l'artère sylvienne. Dans ce cas, c'est très très important de noter qu'il n'y aura pas de perte de connaissances. Alors, je n'ai pas de truc pour montrer l'artère sylvienne ici, mais c'est pour juste vous dire que lorsqu'il y a un infarctus superficiel, n'est-ce pas, de l'artère sylvienne, ça veut dire qu'il n'y aura pas de perte de connaissance, mais il y aura une hémiplégie d'emblée. Et l'hémiplégie, ce n'est pas une hémiplégie proportionnelle, ça veut dire que ce n'est pas une hémiplégie qui est complète, donc c'est une hémiplégie incomplète, alors qui va surtout dominer certaines parties du corps. Il va dominer le brachiocéphalique et lorsque vous voyez au niveau du visage aussi, ça va surtout dominer, n'est-ce pas, les fascias, ce qu'on appelle les faciales inférieures. Ça peut aussi dominer au niveau du membre supérieur, ça peut aussi dominer la main. Mais au niveau du membre inférieur, ça va être beaucoup plus discret à ce niveau. Alors l'autre chose, ça sera selon la localisation anatomique. Alors lorsque vous voyez le cerveau, selon la localisation anatomique, on va parler soit d'un ramollissement sylvien total ou lorsqu'il y a une occlusion complète de l'artère sylvienne. Ici, il peut y avoir une hémiplégie qui est vraiment une hémiplégie massive. Ici, on peut aussi avoir une hémianopsie latérale homonyme qui est très très important. Et aussi, lorsque la lésion concerne l'hémisphère gauche du cerveau, je vais voir c'est quel hémisphère ici. Ça c'est l'hémisphère droit et là ça c'est l'hémisphère gauche. Lorsque la lésion concerne l'hémisphère gauche du cerveau, il peut y avoir, le malade peut se présenter avec une aphasie, c'est-à-dire une difficulté
à parler. Et le malade il peut aussi avoir une apraxie, c'est-à-dire le malade va oublier les mouvements libres qu'il a appris au cours de sa vie. Donc il ne peut pas faire des mouvements volontaires qu'il a toujours fait durant toute sa vie. Alors ça c'est très très important à noter. Alors l'autre exemple, ça va être aussi un ramollissement dans le territoire de l'artère communicante antérieure ou encore la cérébrale antérieure. Alors lorsque l'hémiplégie, lorsque la lésion concerne les territoires de l'artère cérébrale antérieure, c'est très important de noter, ça c'est la partie antérieure du cerveau. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Les lésions l'hémiplégie va concerner surtout le membre inférieur. On avait dit que dans l'artère sylvienne, ça va concerner surtout le brachiocéphalique et puis ça va être distrait au niveau du membre inférieur, mais ici ça va être le contraire. Lorsque c'est le territoire de l'artère cérébrale antérieure qui est atteint, c'est surtout au niveau des membres inférieurs que nous allons surtout noter, n'est-ce pas, l'hémiplégie. Alors, il peut y avoir aussi des troubles sensitifs du même côté, et puis il y aura une libération, n'est-ce pas, de la préhension, ce qu'on appelle en anglais du grasping. Alors, les mictions, il peut y avoir des mictions, n'est-ce pas, involontaires. C'est des malades qui peuvent perdre des urines parce que c'est le territoire antérieur du cerveau qui est atteint. Alors, c'est des malades qui peuvent avoir une distractibilité, c'est des malades qui ont du mal à se concentrer. Et encore, c'est des malades qui peuvent avoir ce qu'on appelle ici une incohérence du récit. C'est-à-dire, c'est des malades qui ne peuvent pas te donner, n'est-ce pas, qui ne peut pas te faire une narration d'une histoire complète, par exemple, parce qu'il y a une difficulté à parler à ce niveau. Alors, lorsque le ramollissement est dans le territoire cortical, c'est-à-dire l'artère postérieure, la face postérieure du cerveau, c'est-à-dire ça va concerner l'artère postérieure, l'artère cérébrale postérieure. Ici, c'est très important encore de noter qu'il y aura une hémiplégie, une hémiplégie avec une hémianopsie latérale homonyme aussi. Et ici, on va noter une alexie. Une alexie, ça veut dire que le malade a du mal à faire de la lecture, mais sans agraphie, ça veut dire que le malade peut toujours écrire. Donc, lorsque vous demandez au malade de lire une phrase, par exemple, le malade ne peut pas lire la phrase, mais lorsque vous lui donnez un bic d'écrire, le malade peut écrire. Et ça veut dire tout simplement que c'est l'artère cérébrale postérieure qui a été atteinte, ou encore les branches et les parties du tissu qui sont ravitaillées par l'artère cérébrale postérieure, qui sont atteintes à ce niveau. Alors, le ramollissement, ça peut concerner encore le tronc cérébral. Et vous voyez ici le tronc cérébral. Et lorsque le ramollissement, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les parties du cerveau ont tendance à se fuser vers le tronc cérébral. Qu'est-ce qui va se passer ici? Lorsqu'il y a une lésion à ce niveau, il peut y avoir d'abord des troubles réticulaires, c'est-à-dire un problème avec la conscience, et encore le malade peut aller dans le coma. Et la raison, c'est très simple. Lorsqu'il y a une hémorragie qui est à l'intérieur, qui va se collecter, et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une expansion au niveau des ventricules qui vont avoir une pression, n'est-ce pas, sur le cerveau. Et cette pression, ça peut être une hernie, et c'est cette hernie qui va amener le malade dans le coma ou encore va faire de la convulsion. Alors, ici aussi, il faut noter que un autre truc très important, c'est que les nerfs crâniens peuvent être atteints, mais le syndrome, ça va être de façon alternée cette fois-ci. Alors, après ça, nous allons parler des AVC. Attends, je vais voir dans mes notes. Les AVC lacunaires. Les AVC lacunaires, ici, tout simplement, l'origine d'abord, c'est une hypertension artérielle. Et qu'est-ce qui va se passer? L'hypertension artérielle ou encore le diabète va affecter les petits vaisseaux sanguins qui sont au niveau du cerveau. Et c'est ces petits vaisseaux sanguins-là qui seront bloqués et il n'y aura pas un ravitaillement, il y aura un obstacle au ravitaillement normal du sang dans le cerveau. Alors ça, c'est comme ça qu'il faut juste en descendre les AVC lacunaires. Alors il y aura les AVC ischémiques qui peuvent causer ce qu'on appelle des nécroses liquéfactives. Cette fois-ci, les nécroses liquéfactives, il faut voir dans le processus normal de l'inflammation. Qu'est-ce qui va se passer? En 24 heures, sur le plan pathophysiologique,
vous allez trouver des neurones qu'on appelle des neurones rouges. Et ces neurones rouges, la présence de ces neurones rouges, ça veut dire que déjà, il y a une ischémie. Ça veut dire qu'il y a une absence d'apport d'oxygène au cerveau. Alors, lorsque cette absence d'apport d'oxygène au cerveau continue, ces neurones rouges vont mourir. Et les cellules, lorsqu'il y a une mort cellulaire au niveau du cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Ou dans n'importe quelle partie du corps d'ailleurs, il y aura un processus inflammatoire qui va commencer. C'est-à-dire que les neutrophiles vont commencer à maigrir vers l'endroit. Alors après les neutrophiles, qu'est-ce qui vont venir? C'est les macrophages. Et alors qu'on sait qu'au niveau du cerveau, on ne parle pas de macrophages, on va tout simplement parler des cellules microgliales. C'est ça les macrophages au niveau du cerveau. Alors lorsque ces cellules vont venir, et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, il y aura la formation des tissus de granulation. Alors au niveau du cerveau encore, on ne va pas parler de tissus de granulation, mais on va seulement parler des kystes. Et ces kystes-là, ce ne sont que des astrocytes et des cellules gliales qui vont venir autour qui vont venir, n'est-ce pas, aux alentours de la lésion. Alors, le prochain truc que nous allons parler, nous allons détailler un peu, ça sera l'hémorragie intracérébrale. Alors, je venais juste de parler d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral d'origine ischémique, et on avait dit que au niveau de l'accident vasculaire d'origine ischémique, ça peut être soit focal ou bien ça peut être général. Lorsque c'est focal, on a détaillé. Lorsque c'est général, on a encore détaillé. Alors ici, un autre truc, c'est que l'origine peut être hémorragique. Et ici, c'est très important de faire la différence entre une hémorragie intracérébrale et une hémorragie subarachnoïdienne. Ça veut dire une hémorragie cérébrale au niveau du cerveau, ça veut dire que l'hémorragie va concerner le parenchyme cérébral. Alors que si c'est subarachnoïdien, ça veut dire que c'est entre la pie mère et puis l'arachnoïde que l'hémorragie va se collecter. Et une autre différence, c'est que lorsqu'on prend l'hémorragie intracrânienne, il sera une hémorragie qui est à l'intérieur, on a dit, du cerveau. Et ici, quand je regarde dans mes notes, ici, c'est dû à une rupture de ce qu'on appelle l'anévrisme. Et l'anévrisme ici, c'est des petits vaisseaux sanguins, alors qui est pour la plupart dû, n'est-ce pas, à une hypertension chronique. L'hypertension chronique va affaiblir les vaisseaux sanguins, et ces vaisseaux sanguins vont former ce qu'on appelle des microanévrismes. Ces microanévrismes vont se rompre. Et lorsque ces microanévrismes se rompent, c'est à ce moment qu'on peut avoir des signes. Et surtout ici, il faut noter ce qui est très très important. On appelle ça microanévrisme de Charcot-Bouchard, parce que c'est Charcot-Bouchard qui a découvert pour la première fois. Mais aussi le siège est surtout au niveau des noyaux gris centraux, n'est-ce pas, du cerveau. Ici, la cause la plus fréquente, l'hypertension artérielle, qui va entraîner microanévrisme. Ces microanévrismes vont se rompre, et lorsqu'ils se rompent, il y aura une hémorragie. Et lorsque cette rupture occure au niveau des ventricules, qu'est-ce qui va se passer? On a dit qu'au niveau des ventricules au niveau du cerveau, les ventricules ici, parce qu'on enlève du tronc cérébral, voilà les ventricules. Donc au niveau du ventricule, le sang va se collecter à l'intérieur. Et lorsque le sang va se collecter à l'intérieur, il y aura une diffusion vers le tronc cérébral que je viens juste d'enlever. Lorsqu'il y a la diffusion, cette expansion va encore faire une pression sur le tronc cérébral et va encore créer une hernie et encore provoquer, n'est-ce pas, une convulsion et un coma. Alors ici, cliniquement, quels sont les malades vont se présenter avec une céphalée intense, avec des vomissements, mais aussi avec une altération de la conscience souvent. Mais ce qui est très très important ici, lorsque vous essayez d'examiner ces malades-là sur le plan clinique, vous allez voir qu'il y a une augmentation de la pression artérielle, une diminution du pouls et aussi une augmentation de la température. C'est très important chez ces malades-là. Alors, les examens neurologiques peuvent retrouver des signes en foyer. C'est-à-dire le malade a tendance à détourner sa tête du côté de la lésion. C'est très très important parce que lorsque la lésion est dans l'hémisphère gauche, encore vous allez voir l'aphasie ou l'apraxie, tout ça, ou encore ce qu'on appelle l'aphasie de Broca. C'est en anglais on appelle broken speech. C'est des malades qui ne peuvent pas te donner une phrase correcte et une phrase complète. Donc c'est des malades qui ont tendance, n'est-ce pas, à parler en broken speech, c'est-à-dire un langage un peu désordonné.
Alors, et ça veut dire que c'est l'hémisphère gauche qui est atteint. Et vous allez voir que le malade a tendance à détourner sa tête vers ce côté-là. Et il y aura, lorsque la lésion est au niveau de l'hémisphère droit, c'est très important encore, il y aura ce qu'on appelle une hémianopsie, hémisomatognosie. L'hémisomatognosie, c'est tout simplement que le malade a tendance à négliger le côté gauche. So, c'est comme si le malade ignorait l'existence du côté gauche, de son hémicorps gauche. Alors, et prochainement, nous allons vous parler de l'hémorragie subarachnoïdienne. Donc, on avait dit que l'hémorragie, ça peut être soit une hémorragie intracérébrale ou subarachnoïdienne. Ça veut dire, ou encore l'hémorragie entre la pimaire et l'espace arachnoïdien. Alors, et ici, cliniquement, c'est des malades qui vont se présenter avec des céphalées. Voilà des malades qui vont vous dire que, docteur, c'est le pire mot de tête de toute ma vie. Et ici, c'est très important parce que il y a des gens qui décrivent des coups de tête et des maux de tête à coups de poignard. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un te donnait un coup de poignard au niveau du cerveau. Alors, et ici, il peut y avoir des vomissements aussi. Il peut y avoir une raideur de la nuque et qui sont des signes à rechercher aussi. Et la localisation, mais ici, la plupart des temps, il n'y a pas d'hémianopsie, il n'y a pas d'aphasie à ce niveau. Mais lorsque vous faites des ponctions lombaires, vous allez retrouver d'abord dans l'hémorragie, je ne sais pas si je vous ai dit ça, mais lorsque vous avez une hémorragie cérébrale, lorsque vous faites des ponctions lombaires, vous pouvez avoir du sang pur qui va venir. Alors ici, dans l'hémorragie subarachnoïdienne, lorsque vous faites une ponction lombaire, c'est surtout ce qu'on appelle du xanthochroma. C'est juste un pigment jaune qui n'est autre chose que la décomposition de la bilirubine, parce que les globules rouges, il y a la mort des globules rouges et qui vont libérer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle de la bilirubine. Cette bilirubine va se décomposer et qui va donner du xanthochroma, c'est-à-dire qui va donner ce pigment jaune et qui est hyper tendu et au niveau du cerveau. Et maintenant, ici, il faut aussi noter que la plupart du temps, cette hémorragie va concerner, n'est-ce pas, lorsque vous voyez au niveau du cerveau, nous avons ce qu'on appelle l'hexagone de Willis. Et au niveau de l'hexagone de Willis, lorsque vous voyez en bas, c'est-à-dire à la base de l'hexagone, nous avons une bifurcation de l'artère communicante antérieure. So, cette hémorragie a tendance à se localiser à ce niveau-là. Et là, pour la raison, c'est plus simple parce que c'est à ce niveau que la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle le Bury aneurysm. Et le Bury aneurysm, ce n'est que des malformations, n'est-ce pas, et vasculaires qui sont, la plupart du temps, c'est congénital. C'est des malformations congénitales vasculaires au niveau du cerveau, mais au niveau de la base de l'hexagone de Willis. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'hypertension? Ces malformations peuvent, ces sacs-là, ces saculaires, ces sacs-là peuvent se rompre, et lorsque les sacs se rompent, il y aura la collection, n'est-ce pas, du sang à ce niveau. Alors, il y a des gens qui associent ça avec le syndrome de Marfan syndrome. Alors, lorsque vous voyez le Marfan syndrome, vous avez des individus de très grande taille. Par exemple, l'année dernière, je pense qu'il y avait un basketball player dans le NBA qui avait le Marfan syndrome. Donc, voilà des individus de très grande taille. Et maintenant, ils peuvent être athlétiques, mais ça, c'est des athlètes qui vont avoir la plupart du temps des morts subites sur le terrain de sport. Alors, parce qu'il y a une malformation cardiaque qui est associée aussi. Et voilà. Alors, la plupart du temps, on a dit que l'hémorragie subarachnoïdienne aussi peuvent se passer ces patients-là. Alors, la prochaine pathologie que nous allons parler, ça sera surtout les pathologies traumatiques au niveau du cerveau.